Merci à toi, Florian, de m'avoir invité et puis d'avoir organisé ce live un petit peu à un créneau, voilà, un créneau qui me convenait. Tu as un petit peu arrangé les choses, donc je t'en remercie. C'est un plaisir aussi. Donc voilà, ça arrive petit à petit. Je vois là, le nombre qui augmente. Coucou, coucou Nelly. Eh bien, contente aussi, hein. Contente aussi. Ça fait le troisième live, je crois. Je vais en avoir deux autres. Un le 1er mai sur le groupe, le spin-off de Charlet, et puis un autre un petit peu le 5, je crois. Voilà, le 5 sur les mordus. Voilà. Bonsoir. Ça va bien, merci. Ça va mieux. Voilà, ça va mieux. Et le confinement se passe très bien quand l'écriture, la lecture, la musique, et puis surtout le soleil, quand ils sont là, et ils sont bien là, et là-dedans aussi, voilà, le petit monde imaginaire, donc ça va bien. Et puis les chiens, bien sûr, les chiens qui permettent aussi de sortir. Euh, alors je regarde, est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, oui. Marie-Claire qui me dit perso, je n'ai presque pas de sortie. Bon, effectivement. Alors, je peux commencer là à répondre, comme vous voulez, à répondre aux questions. J'ai le petit dernier avec moi, l'homme de la plaine du Nord, qui va sortir bientôt, en fait, un peu plus officiellement, parce qu'il devait sortir le 18 mars, peut-être certains d'entre vous le savent-ils déjà, et ça a été la sortie a été reportée puisque les librairies ont fermé, donc toute la commercialisation n'a pas pu être suspendue. Alors il est, on va dire, dispo sur et via internet, mais bon, pour l'instant je communique pas trop en fait sur ces plateformes-là par rapport aux librairies indépendantes où je suis sûr vous brûlez de retourner. Et voilà, avec le déconfinement, si les restaurants et les bars ne rouvrent pas tout de suite, en revanche les librairies, oui. Alors, pas de son. Ah, Florian, Florian, ça marche le son? Oui, on entend bien les oiseaux derrière. Ok. Alors, bon, désolé pour. Eh bien, merci Nathalie. Alors, s'il n'y a pas de son, c'est embêtant. Euh, Florian, alors je commence à répondre à ta question. Comment m'est venue ma passion de l'écriture en tant que lectrice, en fait. J'ai lu très très tôt. J'étais une lectrice précoce, donc avoir appris à lire à 5 ans ouvre certaines portes. Et donc, ma, voilà, ma passion pour la lecture déjà m'a entraîné sur le chemin de l'écriture. Euh, c'est aussi une façon de vivre d'autres vies, de s'évader, bien sûr, et puis de partager ça, parce que au départ, si l'écriture a été quelque chose de plutôt de personnel, euh, très vite, j'ai compris que si je voulais transmettre des émotions, il ne fallait pas que ce soit juste une petite thérapie. Et bon, le journal
à peu près tout le monde écrit adolescent ou préadolescent. Voilà, c'est passé toute cette période. Et ensuite, bon, j'ai été aussi à bonne école puisque mon père, qui était philosophe, écrivait aussi par ailleurs. Et il m'a dit que si je voulais arriver à une forme d'universalité et puis toucher les gens, c'était évidemment pas une écriture psychanalytique ou thérapeutique, mais voilà. Donc j'ai commencé à écrire des nouvelles et puis après c'est allé un peu naturellement, on va dire, vers le roman, mais au départ, je ne me sentais pas du tout capable d'écrire un roman. Euh, Nathalie, alors les auteurs qui m'ont donné envie d'écrire, c'est pas spécialement qu'ils m'ont donné envie d'écrire, mais ils m'ont déjà donné envie de lire, de découvrir leur univers. Donc euh, c'est vrai qu'à chaque live, pardon, il y a cette fameuse question des références des auteurs. Donc moi j'ai été un peu nourri aux auteurs anglo-saxons, russes. Donc auteurs anglo-saxons, Raymond Carver, Hemingway, Dickens, Fitzgerald et bien d'autres de cette époque. Edgar Poe, Henry James. J'adorais aussi Witold Gombrowicz, parce que chez lui c'est très sulfureux, hein, il y a vraiment un traitement de la perversion qui est très intéressant. Les Russes, Tolstoï, Tourgueniev, Tchekhov, Dostoïevski, Gogol. Donc voilà, il y a eu aussi les novellistes italiens, bon, comme Dino Buzzati, j'aime beaucoup Moravia également. Et ça a été mes lectures pendant un moment, Kundera, bon, le Clésio aussi qui m'a bien fait voyager. Et, et je pense que le chemin vers l'écriture s'est fait naturellement. Après, il y a eu de ce passage à une littérature blanche, donc un passage à la littérature plus sombre, plus noire, au thriller, euh, par Connelly, que j'ai connu sur vraiment, enfin, on peut dire, autour de la quarantaine, donc un peu sur le tard. Avant, je regardais très volontiers des films, hein, des thrillers au cinéma, mais pas forcément en tant que lectrice. Et puis voilà, c'est par Connelly, ensuite j'ai lu Dumas Haider aussi, Granger. Bon, Jean-Christophe Granger, c'est beaucoup plus mon univers également, Franck Tillier, et puis Bernard Minier, avec lequel enfin, on s'est côtoyé déjà à l'occasion d'un concours. Et puis nos livres sont parus à peu près en même temps, lui publié Glacé, et moi, c'était Le Hameau des Purs, donc c'était mon premier thriller. Euh, alors, Nathalie, quand j'écris, est-ce que j'ai le plan déjà? J'ai les grandes lignes. Par exemple, bon, pour Dust, là en revanche, c'était après le hameau des Purs, où j'ai un petit peu navigué à vue, mais il est plus court, le hameau des Purs. Il y a eu ce Dust qui était très dense, qui faisait en tant que manuscrit 800 pages, qui ont été largement élaguées avec le travail que m'a fait faire mon éditrice, bien sûr. Et là, aucun plan, rien. Il y avait juste, à partir d'une musique que j'ai écoutée, c'était une musique assez sympa, un peu lounge comme ça, qui m'a projeté directement dans le loft new-yorkais d'Anna Baxter. Donc, un peu le cliché, je dois dire, mais on a besoin de clichés. Ça, c'est quelque chose que je revendique dans mes romans, à condition que ce ne soit pas évidemment bourré de clichés. Mais voilà, on part d'un endroit, et puis ça ouvre, voilà, Anna Baxter dans son loft, et c'est devenu une héroïne quand même assez reconnue, attachante, et puis les lecteurs attendent son retour. Donc, donc voilà, c'est Le Hameau des Purs, le préféré de Céline, tant mieux.
Et pourtant, alors c'est mon premier, je dirais, vrai thriller. Euh, Bonjour, là j'ai, alors Jackie, oui, Dust, c'était une claque des lecteurs, pour certains lecteurs, et puis ça a été une claque pour moi aussi, je dois dire, quand je l'ai écrit, il était, c'est un roman qui vient de l'intérieur, qui vient des tripes, puisque j'ai une passion pour l'Afrique, donc euh, alors Céline, les histoires sont-elles basées sur des faits réels? Alors, bon, justement, je reviens un petit peu sur Dust. Le hameau des Purins, je dirais aucun fait réel. En revanche, les Purs, la communauté, cette communauté existe. J'étais allé, je crois que ça doit être un automne, donc de toute façon il fait très froid en Haute-Loire, et on se trouvait dans un petit hameau déjà, mais qui était à côté de celui des Purs. Il était à environ 5 km. Et donc l'ami chez qui nous étions nous a parlé de cette communauté qui vivait en fait un peu comme au 19e siècle et apparenté au Amish. Donc c'est vrai que le hameau des Purs, il y a une atmosphère hein, très clairement, même si l'histoire n'a rien à voir, à la Witness. Le film Witness, donc je ne sais pas si vous l'avez vu. Et puis ensuite Dust, qui n'était absolument pas basé sur un fait réel. Entre-temps, donc en pleine écriture, j'entends parler de ce qui se passe avec les albinos en Afrique. Bon, les albinos qui sont considérés un peu partout en Afrique comme des êtres sacrés. Alors dans certains pays, ils sont, on va dire, tellement sacrés que malheureusement, c'est nourri aussi par les sorciers, hein, ce type de croyance. On les massacre, on les mutile en pleine rue aussi, pour s'approprier des parties de leur corps, leurs cheveux, leurs os, qui sont censés contenir de l'or, donc pour en faire des fétiches. Là, c'est réel, c'est bien réel. Et malheureusement, bon, j'ai trouvé qu'on n'en parlait pas forcément assez, donc je me suis dit, il faut que je l'intègre à l'intrigue de Dust. Quand la neige danse, aussi, alors il y a eu c'est parti d'un fait divers que mon éditrice m'avait fait connaître en m'envoyant un petit article justement qui est paru, une petite ville de Californie, je crois. Alors moi, je ne l'ai pas du tout situé là-bas, mon intrigue. Au contraire, je l'ai situé à Crystal Lake, donc avec un clin d'œil à Vendredi 13. Mais c'était des familles qui avaient reçu dans des boîtes des poupées, euh, donc à l'effigie un petit peu de leur fillette, alors que les gamines n'avaient pas du tout disparu, mais quand même c'était très, très inquiétant. Le message était un peu ambivalent, donc les familles ont fait appel à la police, il y a eu enquête et finalement bon, c'était une personne tout à fait bienveillante. Moi, dans Quand la neige danse, le deuxième volet d'Anna Baxter, j'ai totalement transformé ça, et puis c'est devenu ce que c'est devenu. Pour ceux qui connaissent Quand la neige danse, et pour ceux qui veulent découvrir, il y a vraiment une atmosphère aussi à la Stephen King, donc un auteur, là j'ai décroché hein, depuis quelques temps, mais voilà, j'ai aimé quand même cet auteur. Récidive, non, alors après, voilà, les suivants ne sont pas inspirés de faits boréal. Boréal qui est un one-shot, alors c'est plus euh, un livre qui vient également des tripes, un roman qui vient des tripes, que je pense qu'il sommeillait en moi depuis mon enfance, parce qu'il y a clairement des influences aussi de grands explorateurs, Jack London, entre autres, hein, Paul-Émile Victor, donc Boréal, ça s'étend à un plaidoyer en quelque sorte pour la planète entière. Donc bon,
sinon, c'est pas forcément toujours des faits réels qui m'inspirent. On va dire c'est le monde, c'est une vision du monde, c'est tout ce que je peux recevoir qui m'inspire, comme forcément en ce moment, je pense que voilà, peut-être aussi chez les copains auteurs, il y a des choses qui vont ressortir à un moment donné. Euh, Bonsoir Florence. Avec plaisir, merci. Alors, Céline, euh, quand la neige danse, donc, eh bien, voilà, si ça a été une claque, bon, j'espère que Crockbooks, la connexion va se stabiliser. Euh, je regarde pour voir s'il y a d'autres questions. Alors, euh, pour cataracte, est-ce que je me suis inspiré de ma famille et de, et de l'histoire de la Serbie? Alors, euh, je ne me suis pas inspiré directement de ma famille, non pas du tout, hein. Les personnages, je les ai vraiment imaginés. Le personnage principal qui est hydrogéologue, Ian Costa, est d'une certaine façon peut-être un double, puisqu'il part, il est expat, il habite Dubaï, où il travaille pour une compagnie pétrolière, et puisqu'il faut aussi des hydrogéologues pour ces compagnies-là. Et puis, il est rappelé par un ami d'études qui lui demande de venir d'urgence pour effectuer un diagnostic euh, sur le site d'une centrale hydroélectrique. Alors, il y a toute une histoire de barrage artificiel après qu'un barrage naturel se soit créé à cet endroit-là, suite à un cataclysme dont Costa est le survivant, enfin un des survivants. Il y a eu une coulée et puis ça a enseveli en fait son village natal. Donc voilà, il n'y a pas d'histoire familiale là-dessous, même si après coup j'ai pu voir, après avoir imaginé, on va dire, j'en étais voilà, synopsis, etc., premier chapitre qui raconte cette catastrophe naturelle, et dans ma documentation, je me suis aperçu qu'en fait j'ai vu un village qui réellement avait été englouti. Et là, c'est une synchronicité incroyable. Donc, je me suis dit, il y a forcément quelque chose. Et je suis parti là-dedans. Donc, avec une histoire de la Serbie, évidemment, puisqu'il y a quand même la guerre qui est passée par là. Et tout ça, c'est un peu avec le spectre de la guerre et tous les chocs et on va dire, les maladies entre guillemets post-traumatiques. Voilà, certains personnages ont vraiment souffert dans leur chair de la guerre des Balkans. Euh, et forcément, c'est un retour aux sources pour moi, en plus de l'être pour le personnage principal. Mais c'est vraiment un thriller, et Cataract est sans doute un de mes thrillers les plus sombres. Déjà Boréal, c'était quand même l'atmosphère, cette nuit, qui est la nuit la plus longue là-bas, et cette équipe de scientifiques qui était isolée, avec une menace qui était, on ne savait pas exactement d'où elle venait, de l'extérieur, de l'intérieur, et puis ceux qui ont eu Boréal, voilà, savent désormais à quoi s'en tenir. Mais Cataract, je montais encore d'un cran dans, dans la sombritude. je vais, je vais la jouer à la Ségolène. Et L'homme de la plaine du Nord, donc voilà, donc j'attends la sortie avec impatience, puisque ça signifiera la réouverture des librairies. Donc, dans les aventures d'Anna Baxter, c'est encore un cran qui est franchi dans ce côté noir. Puisque là, ça traite dans L'homme de la plaine du Nord des perversions aussi, des perversions auxquelles ça donne certains, et dans certains milieux aussi. Donc, je n'ai aucune complaisance gratuite
tout est justifié, tout est... parce que justement, je n'aime pas, en tant que lectrice, rencontrer et lire des choses, comme on dit, gore, si elles ne sont pas justifiées. Si c'est du gratuit, voilà, ça ne m'intéresse pas. Donc dans mes romans, c'est pareil. Oui, sombritude et désespérance. Salut Nathalie. Euh, alors, donc, oui, Céline, je vais essayer alors d'en parler sans en dire trop, de l'homme de la plaine du Nord. Mon éditeur est en train de concocter, bon, à partir d'une petite vidéo que j'ai faite, une vidéo de présentation donc pour le lancement. Alors, ça sera aussi publié. J'ai lu un passage. Là, je ne vais pas forcément lire un passage, mais il y a la quatrième de couve. C'est vrai que certains jours j'arrive à en parler, et puis d'autres jours, comme je suis en cours d'écriture de mon prochain roman maintenant pour 2021, je suis complètement voilà, immergé dedans, et maintenant je dois en même temps commencer à faire aussi la promo de l'homme de la plaine du Nord. Et parfois ça se télescope, ça se superpose, et j'arrive pas toujours en fait à en parler. Donc l'homme de la plaine du Nord implique bien sûr Anna Baxter, puisque c'est le quatrième volet des aventures de ma profileuse, et à qui il va arriver vraiment quelque chose de totalement inattendu cette fois, puisque bon, elle revient on va dire, de ce qui s'est passé dans Récidive, qui était le troisième, et comme toujours, hein, quand elle revient chez elle, elle a besoin de se poser, de faire le point, de retrouver son chat, Bismarck, et de retrouver un petit peu de sérénité. Ce qui ne va pas être vraiment le cas, puisque alors que on la voit très vite hein, au début, excusez pour le bruit derrière, on la voit au début du livre parler de son intention de raccrocher, voilà, de partir même carrément à la retraite en tant que professeuse, d'arrêter son activité. Et quelque chose va la rattraper en fait. Non, non, elle va pas s'arrêter comme ça. Il faut d'abord que cette histoire qui la rattrape, en l'occurrence le meurtre non élucidé de son ancien associé belge et mentor Anton Vivkin, quand à l'époque où ils avaient leur agence de profilage à Bruxelles, donc des gars des agents du FBI, ils viennent la chercher. Et puis, il se trouve qu'il y a un mandat international euh, qui est lancé contre Anna Baxter, qui est donc extradée vers la Belgique, puisqu'il y a eu donc le commissaire Peters, commissaire belge, qui s'occupait à l'époque de l'affaire du meurtre d'Anton Vivkin. Et bien là, euh, il y a eu un témoignage contre Anna Baxter, l'impliquant justement dans l'affaire Vivkin. Donc à partir de là, il va y avoir, on va dire clairement les choses, une descente aux enfers pour Anna Baxter, avec l'apparition d'un personnage très étrange et très sombre qui va être aussi sur sa trajectoire. Et là, je peux vraiment pas en dire plus, si ce n'est que il y a un lieu qui est extrêmement important, qui est en forêt de Soignes, dans la région de Bruxelles, un manoir où il s'est passé certaines choses assez abominables et qui ne sont pas étrangères à la vie d'Anna Baxter. Donc voilà, c'était une façon aussi euh, de dire au revoir à ce personnage, à mon personnage, Anna Baxter, une façon un peu de me détacher aussi d'elle. Voilà, donc je n'en dis pas plus, on ne sait pas du tout comment ça va se passer pour elle. Bonsoir Laurence.
Euh, alors, bonsoir Julien. Donc, est-ce que je pense écrire un jour pour le cinéma? Alors, j'ai eu une proposition déjà de scénario, enfin mais pour un jeu. Que j'ai décliné parce que voilà, faute de temps, etc. Et en plus, cette année, c'est un peu une année particulière. Donc, je vais me centrer vraiment sur l'écriture voilà, de mon roman, de mes romans, parce qu'il y en a d'ailleurs un deuxième chez un autre éditeur en cours. Et le deuxième, c'est plutôt un récit de voyage qu'on m'a demandé, on m'a envoyé un petit peu en Écosse, voilà, autour du monstre du Loch Ness. Et encore une histoire de monstre, mais cette fois une autre forme de monstre que ceux qui reviennent dans mes thrillers. Mais finalement, quels sont vraiment les monstres, hein? C'est aussi la question que je me pose et que je pose d'ailleurs. Donc, pour le cinéma, je n'en sais rien. Si un de mes romans était adapté au cinéma, ça sera vraiment avec grand bonheur. Après, être scénariste, c'est un métier. Soit je me formerai, comme les copains aussi, certains, hein, soit étaient déjà, soit se sont formés, bien sûr, pour écrire des scénarios. Mais je me sens beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus dans mon univers, dans l'écriture de romans, et pas forcément pour justement cette écriture si particulière pour le cinéma. Même si ça doit être une expérience vraiment très intéressante, notamment pour écrire pour les séries. C'est pour ça que là, je profite du confinement, parce que Netflix, je fuyais, je me disais, jamais je prendrais un abonnement à Netflix, et puis là, bon, j'ai eu l'occasion, voilà, par l'intermédiaire d'une amie, puisqu'on peut avoir les codes, j'ai commencé à regarder un petit peu, voilà, pour voir, puisqu'on avait eu pour un de mes romans une touche avec quelqu'un de Netflix. Mais voilà, après c'est assez long, c'est un process, on va dire, complexe et long, même s'il y a une option sur un roman, ça vient pas comme ça du jour au lendemain. Donc oui, alors je vois Isaac David qui me pose: vous êtes diplômé des Beaux-Arts, un futur livre sur ce domaine. J'ai eu plusieurs vies, donc également j'ai beaucoup voyagé, donc je me sers de certains de mes voyages dans mes romans. En revanche, cette vie-là des Beaux-Arts, hein, puisque c'est une autre forme d'expression artistique pour moi, j'y arrive pas en fait. J'ai peur de faire moins bien que ce qui a déjà été fait dans ce milieu-là. Il y a eu des intrigues autour de vols de tableaux, ou voilà, ou des choses même beaucoup plus glauques, on va dire. Mais pour moi, j'arrive pas encore. Ça s'est pas fait. J'arrive pas encore à imaginer. euh, une intrigue qui se passerait au Louvre, ou je sais pas, on a retrouvé les bras de la Vénus de Milo, ou bon, voilà, c'est non, pour l'instant non. Bonsoir Francine. Euh, oui, oui, bah oui, une adaptation d'un de mes romans, ça pourrait, notamment Anna Baxter. Je lance un appel pour Anna Baxter. Non, non, mais il y a déjà eu quelques touches. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, certaines personnes en ce moment ont du mal à se concentrer sur la lecture. En plus, il y a tellement d'informations de partout qui arrivent, entre Internet, la télévision, bon, avec le confinement et avec ce virus qui court. C'est vrai que moi-même, je reconnais ne pas avoir forcément la concentration suffisante aussi, mais c'est important de se recentrer aussi sur les choses. Bon, après, chacun son rythme. Euh, alors, la nouvelle, la nouvelle est-elle plus difficile que un genre plus difficile que le roman? Bonne question. C'est vrai que
Je suis sollicité, alors que je suis maintenant, aujourd'hui, plutôt auteur de romans, ayant commencé de façon tout à fait personnelle, et en tant que lectrice aussi par la nouvelle, donc forcément après ça m'a inspiré voilà, en tant qu'auteur très jeune et non publié. Mais là, on me fait donc par ces collectifs d'auteurs et puis on appelle ça des recueils qui sont publiés comme Phobia, comme le recueil pour l'anniversaire des 30 ans de la Griffe Noire aussi, Écoutez le Noir, hein, donc avec le directeur littéraire, l'adorable directeur littéraire Yvan Faux. Donc ça me fait renouer avec ce genre que j'avais perdu, aussi bien en tant que lectrice qu'en tant qu'auteur, parce que me sentant maintenant beaucoup plus à l'aise dans le roman. Donc j'ai dû reprendre l'exercice de la nouvelle, qui à mon sens est presque un exercice plus difficile, parce qu'il faut je veux dire, condenser, concentrer, et puis tenir comme ça sur, je sais pas, une trentaine, maximum quarantaine de pages. Et euh, finalement, dans un roman, on peut dire beaucoup plus de choses aussi. Donc la nouvelle, je me sentais presque étriquée. Voilà, quand on m'a ressollicité, je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. Et puis finalement, voilà, finalement, j'y arrive, j'y prends même plaisir. Et c'est un genre qui n'est pas vraiment prisé en France. Euh, voilà, dans les librairies, c'est les recueils de nouvelles qu'on peut acheter sont quand même la plupart du temps écrits par des auteurs étrangers, notamment donc les anglo-saxons, les russes et puis voilà, les italiens aussi qui publient volontiers des nouvelles, les auteurs sud-américains aussi. Euh, alors, Margot, quel début pour mon prochain livre? Oui, déjà mon prochain livre qui est en cours, j'imagine que la question porte vraiment sur le prochain, pas parce que là il y a le nouveau qui va sortir et le prochain donc qui est en cours d'écriture. Donc je vais répondre en interprétant avec cette interprétation-là. Euh, donc le synopsis est déjà posé. Euh, voilà, comment je pourrais en parler. Hum, Alors, dans certains, là, on va partir, on va dire, le personnage principal est une. Je l'ai écrit avant, hein, je le jure, juré, craché. Je l'ai écrit avant la pandémie. Alors, ça ne va pas porter, rassurez-vous, hein, on ne va pas en rajouter à tout ça, même si. Bon, inévitablement, il y aura certaines choses qui sont marquantes, donc forcément, écrivant la suite en pleine période de virus et de pandémie, vous imaginez bien mon intrigue se situant en plus de façon temporelle en commençant fin septembre 2019 et débordant sur 2020. Bon, je pourrais pas faire abstraction d'une certaine actualité. En revanche, dans ce roman, donc, que j'ai bien sûr, dont j'ai posé les grandes lignes bien avant, euh, dans certains coins du monde, bon, il y a des hécatombes animales qui sont euh, mystérieuses. Alors bon, vous allez me dire, ça peut faire penser à Boréal. C'est de la même veine, mais ça n'a rien à voir avec Boréal, puisque ces morts chez les animaux sont précédés d'un état de prostration, un état vraiment suspect et vraiment mystérieux que les scientifiques n'arrivent pas du tout à expliquer. D'autant que lors des autopsies, on va peu à peu s'apercevoir que c'est les corps, sur les corps de ces animaux, il y a présence en grande quantité de liquide lacrymal.
Et donc les animaux apparemment seraient morts d'un état de dépression profonde. Donc je pars de là, et puis mon personnage principal est donc virologue biologiste pour un institut assez connu à Grenoble, et on va partir voilà, de France et pour rayonner dans le monde entier, puisque ça va être également bien sûr une enquête et un thriller qui va impliquer énormément de domaines et de réseaux, mais là c'est difficile, voilà, c'est difficile d'en parler, je ne veux pas du tout faire complètement le pitch. Alors, oui, entre deux romans, écrire des nouvelles, enfin, bon, pourquoi pas, hein, je veux dire là. Alors, Sophia, non, pardon, Sophia. Sophie, je croyais que c'était ouais, une Sophia, mais si j'ai lu, et les fois, oui, 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 je l'ai lu. Comme je lis tous les Sandrine, je regarde la suite. Le dernier, alors, c'est étonnant, oui, c'est drôle que tu me dises que tu sais à moi, mon écriture, euh, parce que Sandrine Colette, je veux dire, on la lit en aveugle, on- tout de suite, voilà, on dit c'est du Sandrine Colette. Euh, elle a vraiment un style, je dirais, unique, qui se distingue vraiment de ce qu'on peut trouver dans le noir et dans le thriller. Euh, ça va être quand même, ça va s'étendre à la littérature même. C'est pour ça que maintenant, malheureusement, on ne la verra pas à Quai du Polar, par exemple, parce que son éditeur, son nouvel éditeur, l'a re- reclassée en littérature générale plutôt. Donc c'est marrant que tu me dises ça, mais voilà, c'est un beau compliment, puisque j'adore Sandrine Colette. Merci Francine pour mon prochain roman. Combien de livres en attente euh, dans mes tiroirs? euh, Il n'y en a pas des masses. Contrairement à Ellery, qui apparemment, Roger a dit qu'il avait des projets d'avance, et puis je sais que Franck aussi a pas mal de livres dans ses tiroirs. Moi, ils sont là, mes tiroirs déjà, et puis il n'y en a pas plus de trois, parce que il y a justement les choses sont en constante évolution. Mon imaginaire travaille aussi, et je me dis si avant, hein, il y a quelques années, je me suis fait une petite banque sur mon ordinateur avec comme ça des débuts de romans ou des projets, il y en avait peut-être 10, et je les ai abandonnés. Donc je me dis, voilà, je vais pas je vais pas en avoir plus. Si c'est pour qu'ils n'aboutissent pas ou pour les abandonner, c'est pas la peine. Donc voilà, donc là, par exemple, ouais, j'en ai trois d'avance. Et puis j'ai pu en discuter justement avec mon éditrice, et donc voilà, ça va très bien. Euh, quel, quel polar, Margot, bonsoir. Quel polar à lire d'urgence? J'imagine qu'il s'agit des miens, parce que sinon il y a d'autres polars, hein, bien sûr, à lire d'urgence. Personnellement, il y en a un que j'attends, mais alors vous allez me dire, je fais un live pour présenter mes bouquins et je vais parler de ceux des copains. Eh ben oui, euh, pourquoi pas, il y en a un que j'attends d'urgence, c'est La Vallée de, de ce cher Bernard Minier. Euh, je sais pas, j'ai l'impression là que ça va. Donc, si on revient au mien, euh, eh bien Dust, hein, puisque en plus c'est marqué dessus, roman à lire d'urgence, donc sur le poche, sur la version poche.
Euh, le roman à lire d'urgence est celui qui vous parlera le plus, je pense, d'après la quatrième, d'après ce que j'ai pu aussi un petit peu glisser par-ci par-là. Si on veut découvrir Anna Baxter, euh, et si on est adepte d'une certaine chronologie, il n'y a pas photo, on commence par Dust, et puis on suit gentiment, avec Quand la neige danse, avec Récidive, et puis L'homme de la plaine du Nord, hein, voilà, qui, je le remontre encore une fois, qui sort bientôt. Et puis sinon, si on veut s'en tenir par exemple au one-shot pour découvrir mon univers, il y a Le Hameau des Purs, Boréal pour lequel j'ai vraiment une tendresse et un attachement très particulier, parce que Boréal, voilà, c'est le roman qui était en moi, qui était là. Euh, Cataracte est un peu plus à part, je dirais, parce que se plaçant dans un... Mais justement, l'intérêt peut être là aussi, découvrir une région, un pays même, finalement d'Europe, même si c'est pas l'UE, qu'on connaît moins bien. Même si, justement, on en a beaucoup parlé lors de la guerre des Balkans, la Serbie, mais finalement, il y a eu tellement de désinformation qu'on est passé à côté de ce pays, qui est justement mon pays enfin, maternel, mais qui a une culture d'une richesse exceptionnelle. Et voilà, j'en parle justement dans Cataract, même si Cataract reste vraiment un thriller, et un vrai thriller, euh, avec des scènes très violentes, très sombres, mais donc voilà, je fais confiance à l'intuition des lecteurs pour commencer finalement par le roman qui leur parlera, et puis mais bon, pour lire d'urgence, alors vraiment d'urgence, bon, lisez à la limite, profitez de la fin du confinement pour lire Dust, pour découvrir Anna, et puis après, voilà, il y a celui-là. Euh, alors, on parle déjà de mai 2021. Est-ce que je serai présente à Sens? Céline, je le souhaite, bien sûr. Je le souhaite en fonction évidemment de l'organisation, la mienne, celle du salon, des salons, puisque cette année, voilà, enfin, on a appris aussi au fur et à mesure toutes les annulations, et moi c'est vrai que ça me faisait mal au cœur, voilà, de voir tous ces salons annulés finalement. Donc projetons-nous, vous avez raison, projetons-nous en 2021, puisque je pense que 2020, sauf si évidemment bon, ça reprend à peu près normalement en septembre, 2020 ce sera une année, je dirais une année blanche, mais en même temps une année blanche qu'on va mettre à profit pour écrire du noir. Donc voilà. Laurence, oui, Boréal, c'est moi. Alors, si tu le dis, merci, parce qu'effectivement, Boréal est très fort. Alors, bon, bah, voilà, si Boréal, c'est moi. Euh, merci. Je vois quelques, un enthousiasme et puis des retours de lecture qui me font très plaisir. Euh, alors, Iris Noir n'est pas annulé. Alors autant pour moi, donc je suis allée à la première édition qui était phénoménale. Encore un grand merci à Marco, à Salvatore, et vraiment, enfin, ça a été, les trois organisateurs sont adorables. Donc j'aimerais bien sûr y retourner, si, voilà, s'il n'est pas annulé, mais alors déjà, je ne sais pas en 2020 à quel moment à peu près il, donc ce sera pour 2021. Je regarde les questions. Ouais, Florian, une année blanche pour écrire du noir. Bon, bah oui. Oui. euh, on a que ça à faire. Et le festival, sans nom. Et oui, bah,
j'avais été invitée et puis je suis tombée malade à ce moment-là. Enfin, donc, mais ça c'était avant le Covid. Hein, donc, je vais essayer de voir s'il y a des questions que j'aurais manquées. Hum, hum. Est-ce que, alors, Anya, donc, est-ce que vous avez des carnets de voyage et des notes? Euh, pas beaucoup, non, 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 pas beaucoup de carnets de voyage. En revanche, beaucoup de photos, parce que je peux être également très, très visuel, justement dans mes voyages, Ouais, j'aime avoir les souvenirs, les atmosphères et puis les souvenirs visuels aussi. Donc, c'est marrant pour un auteur parce que vous avez en général les auteurs qui prennent tous des notes, des carnets, qui noircissent des carnets. Moi, pratiquement pas, quoi. Voilà, ça reste là, ça reste là. Et puis, justement, pour, euh, pour le Kenya, alors j'ai eu une sorte de carnet de voyage dans lequel aussi je collais des marques, des étiquettes, des tickets aussi, quand on entrait dans les réserves, très très beaux tickets, et puis des étiquettes de bière, avec des éléphants notamment, enfin voilà. Et ces carnets de voyage, c'est ça en fait, mais pas vraiment pour mes romans, non, pratiquement pas de notes. Non, non. Donc, bonne question. Comment j'expliquerais cette complicité entre auteurs de polar, euh, qu'il n'y a pas forcément dans la littérature blanche, ou peut-être différemment. Déjà parce que, peut-être, hein, c'est une analyse et un point de vue très personnel, euh, il y a moins d'auteurs, malgré tout, dans le polar. Après, il y a des auteurs de thriller, comme quelqu'un comme Granger, qui lui est plutôt, voilà, plutôt en dehors de notre, même s'il fait partie du thriller, mais en dehors de notre famille, qu'on se retrouve sur les salons, justement. Ce qui permet, c'est le genre, c'est parce qu'il y a euh, beaucoup de salons de polar et de noir, et donc on se retrouve là, c'est comme une sorte de famille. La, la police, hein, se considère aussi comme une sorte de famille. On parle à la maison, on parle de. Et nous, je dirais que c'est un peu pareil, quoi. On se retrouve comme si on retrouvait des membres. Alors, je, je ne vous dis pas que dans le noir c'est tout rose. euh, on n'est pas au pays des bisounours non plus. Entre auteurs, on peut parfois se tirer dans les pattes. Bon, personnellement, moi j'évite, voilà, à distance, quand c'est le cas. Mais il n'y a pas de coup bas, à ma connaissance en tout cas, et l'atmosphère et l'ambiance est plutôt très sympathique, très conviviale. Il y a eu des années, on va dire, politiquement aussi plus engagées dans le milieu, avec bon, 813, avec voilà, l'univers du polar et du noir surtout qui était beaucoup plus politisé, de gauche, voire d'extrême gauche, et puis ça se tapait même dessus, franchement. Donc là, on buvait aussi ensemble à l'époque, mais c'était quand même très différent. Et puis là, c'est vrai qu'il y a une complicité, une belle, en tout cas un bon esprit, à mon sens. Et si jamais il y a des loupés, je n'en suis pas, je ne suis pas au courant, je n'en suis pas informé justement. Euh, alors, là je retrouve, donc je redescends pour les questions. Merci, merci David. Et alors, oui, il faut que je redescende. Euh, voilà, j'arrive à la fin des commentaires. Hum, hum, hum.
Oui, il y a effectivement euh, des salons, notamment, où il y a vraiment une sacrée ambiance. Donc, personnellement, bon, j'adore évidemment Saint-Maur-en-Poche qui malheureusement est annulé. C'est totalement différent parce que Saint-Maur, c'est énorme. On est mélangé, il n'y a pas que des auteurs de polar. Mais voilà, on retrouve des gens, on fait des rencontres aussi. C'est très sympa. Euh, Jean-Edgar Cazal et Gérard Collard de la Griffe Noire, c'est voilà, bon, ils sont vraiment chapeau pour ça. Après, il y a des salons comme justement Saint-Laurent-du-Var. Euh, je, donc je suis allé à Saint-Laurent dès la première édition, et puis j'ai été réinvité. Et là, cette année, j'aurais dû y aller de nouveau. Et ce sont des salons très, 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 vraiment aussi très sympas. Euh, il y a Lens, il y a Sens, il y a l'Iris Noir aussi, euh, et des salons généralistes aussi. Mais là, bon, c'est une autre atmosphère. Merci. Margot, oui. Alors, mes romans dans lesquels on sent la plume journalistique, c'est possible. C'est possible. Elle doit être là, mais j'évite justement. Ce sont deux écritures totalement différentes, donc j'évite de, de trop laisser transpirer, transparaître ça. Bah, j'espère bien que c'est un plaisir de m'écouter. Merci. Merci à vous aussi. Merci. Et justement, bon là, je n'ai aucune idée de l'heure puisque je ne la vois pas sur mon portable. Mais voilà, on va bientôt arriver à l'heure de live. Et chacun, j'imagine, a aussi une soirée à passer. Et donc Florian, encore un grand merci. Merci à vous tous. Je vois juste une petite question. Euh, pour moi, alors, c'est quoi le succès d'un livre? Euh, alors, c'est une très très bonne question. Le succès d'un livre, pour moi, ça ne va pas être seulement les ventes, ça ne va pas être seulement le best-seller. Ça va être déjà quelque chose que je vais ressentir en moi, justement, profondément. Et Boréal, ça a été le cas. Alors Dust, pareil, hein, c'est un roman viscéral. Donc j'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose qu'il y avait avec la naissance de ce personnage, Anna Baxter. Mais Boréal, c'est pour moi, bon, en toute, hein, je pense pas être quelqu'un de prétentieux. J'ai remis le manuscrit à mon éditrice et je lui ai dit voilà, euh, voilà, c'est le livre, et c'est en tout cas dans ma production, hein, euh, donc pour moi, voilà, c'était déjà un livre qui avait une dimension particulière et qui allait forcément avoir et prendre toute sa dimension auprès du lectorat. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà, le succès d'un livre, en fait, il commence, je dirais, presque là, et puis à la première ligne. Et ensuite, bien entendu, avec tout le travail très important de l'éditeur, l'éditrice, en l'occurrence, et puis cette collaboration qui est vraiment basée sur une relation de confiance avec l'éditeur. Donc voilà, le succès d'un livre, c'est tout ça. Alors, j'allais justement sur cette question, je vais vous quitter. Et jusqu'à la prochaine. J'espère vous voir en salon, ça a été un plaisir. Le plaisir du virtuel est malgré tout un petit peu limité. Parce que la frustration est là quand même. Je suis ravie de vous voir là, de voir vos commentaires, de voir vos questions défiler, mais je ne vous vois pas. Voilà, les photos de profil en plus, quand il y en a, elles sont toutes petites, mais c'est malgré tout, on a beau dire, heureusement qu'il y a le virtuel et les nouvelles technologies,
par rapport à ce confinement. J'espère qu'il n'y en aura pas un deuxième, que ça ne va pas durer trop longtemps. Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais voilà, mais de loin, je préfère le contact. Et ça me manque. Et bah, voilà, je vous dis à très bientôt. J'espère sur un salon, ça ne sera pas avant un moment, avant cet automne peut-être. Et en tout cas, prenez soin de vous encore. J'enlève mes bagues parce que Florian m'avait demandé en privé de terminer, si je le voulais bien, sur un petit air de mon instrument que j'appelle ma soucoupe volante. Merci beaucoup encore une fois. Tout le meilleur pour le lancement. Eh bien oui, alors le revoilà. Voilà. Donc j'espère que l'homme de la plaine du Nord saura vous rencontrer. Et puis quelques petites notes sur ma soucoupe volante, si ça peut vous faire un petit peu partir pour la soirée. Bon, il y a des enfants dehors, j'ai choisi de faire ce live dehors pour avoir un petit peu une bouffée d'air. Voilà la soucoupe. C'est un handpan pour ceux qui ne connaissent pas. Et j'ai déjà fait un live sur mon mur. Et avant la fin du confinement, je referai, je pense, un autre petit live, un petit peu pour expliquer quel est cet instrument. Oui, le handpan, exactement, le handpan. Donc merci Florian, merci à vous tous. Et je vous embrasse bien fort. Et puis prenez soin de vous, je veux vous voir. Ce sont des petites compositions, hein. Donc, j'ai débuté il y a 4-5 mois, vous êtes indulgents.